en cours de route. Bon, ben, alors j'ai le privilège de démarrer effectivement d'abord par des remerciements très chaleureux. Alors à Pascal Perrineau, qui est donc le président des anciens Sciences Po, qui est professeur des universités, qui a présidé pendant de nombreuses années le CEVIPOF à Sciences Po Paris, passionné de politique, politologue, passionné de terroir et de territoire aussi, et on a l'occasion de le retrouver pour la fameuse soirée de lancement qu'on voulait organiser au printemps 2020, mais le Covid nous a empêché d'organiser ça avec le ministre Lecornu, et donc on compense ce manque de contact rapproché et personnel par les webinaires que Sciences Po organise très régulièrement avec pas mal de groupes et de cercles de Sciences Po Alumni. Je remercie aussi Bernard Elgoul, le nouveau délégué général, enfin nouveau, presque depuis 1 an maintenant, après un parcours brillant à Menton sur le site de Sciences Po, et avec qui j'avais évoqué il y a quelques mois effectivement la volonté de créer avec une équipe équilibrée, diverse et variée, ce cercle terroir territoire en transformation. Et puis je vais remercier, on va en parler tout à l'heure, et je vais remercier bien sûr nos 2 intervenants, Audrey Pulvar, qui sera présentée tout à l'heure par Sylviane Villaudière, et Laurent Petit, qui est dans un moment un peu particulier parce qu'il rouvre ce soir son restaurant étoilé sur les bords du lac d'Annecy. Donc c'est un immense honneur de pouvoir goûter la mise en bouche avant vos invités ici sous forme on n'aura même pas les odeurs, on aura peut-être quelques vues, mais on n'aura pas les odeurs. Alors juste 1 ou 2 mots pour présenter ce cercle terroir territoire en transformation qu'on a cofondé donc avec Sylviane Villaudière, qui va co-animer avec moi cette séance, ce moment un peu riche et dense. Sylviane, d'ailleurs, on s'est connus, elle avait 1 an avant moi, elle était sur les bancs de Sciences Po il y a quelques années. À l'époque, d'ailleurs, elle officiait avec un homme qui n'était pas encore un homme politique, qui était un chef d'entreprise qui s'appelait Jean-Pierre Raffarin. Et puis, voilà, donc je l'ai sollicité, on a décidé de cofonder ensemble pour plein de raisons de sens, d'équilibre et de regard croisé ce cercle. Et puis, ce qu'on a souhaité faire aussi, pour donner le ton, c'est ce que j'expliquais à Laurent Petit et Audrey Pulvar, c'est que d'associer aussi les nouvelles générations. Donc, dans les membres fondateurs, on a aussi 4 jeunes étudiants, enfin certains sont déjà diplômés, comme Théo Breton, que je crois Audrey et Laurent, vous connaissez un petit peu, parce que aujourd'hui, il est au guide Michelin. Et puis, 3 autres jeunes, donc 2 jeunes femmes, 2 jeunes hommes. Donc, Théo Breton, Antoine Sip, qui est dans la région de Strasbourg, lui-même en lien avec le terroir, pour des raisons familiales. Stacy Algrin, et puis Lou Garcia. Voilà, donc une équipe à la fois variée, où on mélange les gens, où on mélange les parcours et les âges. Ça donne un peu le ton de ce qu'on a souhaité faire en lançant ce cercle avec Sylviane Villaudière. Dans ce cercle, en fait, sa raison d'être, son ADN, c'est quoi? C'est d'abord de décrypter les nouveaux défis des terroirs et des territoires. Le mot transformation nous plaisait davantage que le mot transition, parce qu'on n'aime pas trop les mots à la mode. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir un cercle qui est orienté à la fois réflexion, action et influence. C'est vrai que les anciens Sciences Po, c'est des milliers d'étudiants, d'anciens élèves de toute génération, des très, très jeunes et des beaucoup plus anciens. Et j'ai eu depuis toujours cotisé dans cette association, participé à beaucoup de groupes. Et c'est vrai qu'on était un peu à la croisée des chemins pour lancer ce groupe, qui a reçu donc l'accord du conseil d'administration, avec des ambitions de faire des choses dans l'avenir, d'avoir effectivement beaucoup de présentiel, parce que les webinaires, c'est sympathique, mais pour parler de ces sujets-là, pouvoir les goûter, entre guillemets, les évaluer, il faut pouvoir se rencontrer, mais ce n'était pas possible pour l'instant, donc on a décidé de faire à travers ce webinaire. Voilà, alors je vais laisser Sylviane compléter une présentation sur les différentes thématiques par rapport à ce cercle dans les mois à venir et la philosophie générale. Et après, on va donc animer le mieux possible avec Sylviane les interventions d'Audrey Pulvar qu'on présentera et Laurent Petit, et ensuite prendre au fil de l'eau quelques questions qui étaient déjà préparées par nos jeunes, et puis des questions qui seront posées par les participants, et sachant qu'on aura 1 heure à peu près, pas plus. Bernard Elgoul fera quelques mots de conclusion quand il nous aura rejoint, et Sylviane aussi fera des propos conclusifs de synthèse, comme on dit, de wrap-up de ce séminaire. Voilà, donc Sylviane, the floor is yours, comme on dit dans les grandes conférences internationales. Oh, c'est trop beau. Merci à toi Pascal. Merci pour aussi toute cette dynamique que tu impulses dans ce cercle. Et moi, je suis très heureuse de vous accueillir. On est très heureux avec Pascal d'avoir pu lancer ce cercle terroir et territoire en transformation. Donc, vous voyez, ce sont des mots forts.
Ce sont 3 T, hein, c'est le cercle des 3 T. Donc, on vous propose d'être aussi avec nous, si cela vous intéresse. Hein, inscrivez-vous à nos différents débats, à nos travaux, lorsque nous aurons la possibilité, on l'espère, à partir de la rentrée, à partir de septembre, d'être également en présentiel, hein, pour monter quelques opérations, quelques événements. Le principe, hein, c'est, comme vient de le dire Pascal, c'est de veiller à ce qu'il y ait à chaque fois, dans nos intervenants, dans nos débats, des regards croisés. Un regard qui serait peut-être le regard, allez, je dirais, de celui qui va porter d'un point de vue peut-être pas institutionnel ou avec une vision un peu d'acteur public, d'acteur de l'intérêt général institutionnel et politique avec un grand P à politique. Et puis le regard toujours en duo d'un acteur engagé, peut-être avec une expertise peut-être parfois plus technique ou plus scientifique ou sur une approche plus spécialisée. Et là, vous avez compris qu'aujourd'hui, on a 2 intervenants à nos côtés pour débattre qui ont à la fois ces 2 regards et ces 2 types d'expertise extraordinaires. On va en parler dans un instant. Donc, toujours dans nos débats, ce sera des regards croisés et toujours cette approche pour être de l'intérêt général vers le terrain et avec le terrain, pour avoir dans une approche toujours très concrète. Parce que ce que l'on souhaite, c'est aider à ce que notre monde, nos acteurs territoriaux et avec les terroirs et toute cette beauté de nos terroirs français, eh bien, on voudrait qu'on travaille à des idées, à des solutions, non seulement décrypter les enjeux, bien sûr, mais aussi trouver des solutions, aider à monter des synergies, aider à être dans le concret, sur le terrain, dans nos territoires. Donc ça, c'est extrêmement important et ce sera toujours notre philosophie et nos débats seront toujours avec cette logique de chercher des solutions et bâtir des synergies. Et nous tous, anciens Sciences Po, on a aussi la possibilité, évidemment, chacun dans nos domaines, chacun dans nos spécialités, on peut être acteur de cela. Donc, on a un petit côté engagé quand même, hein, quelque part, dans l'envie d'être dans le concret, dans l'envie d'en débattre. Alors, précisément, les thématiques que nous souhaitons adresser, et vous verrez, elles sont assez variées parce que terroir, territoire en transformation, par nature, ça ouvre beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux. Évidemment, on va parler de développement des terroirs, hein, rayonnement des territoires, ça c'est certain, voir de quelle façon ça peut encore se transformer, s'améliorer. Veiller à travailler sur ces dynamiques de durabilité. Vous imaginez bien que lorsque l'on dit en transformation, on n'est pas uniquement à parler de transformation industrielle, on est bien sûr aussi à évoquer les questions de durabilité, les questions d'environnement, les questions d'inclusion, les questions de société, et que l'on est en transformation. Nos terroirs, nos territoires sont dans cette approche de transformation vers un monde qui puisse élever sa résilience encore et toujours. Donc ça fait partie des sujets, on l'a dit, donc, et on l'applique à la gastronomie, on l'applique au loisir, on l'applique au tourisme dans les territoires, on l'appliquera évidemment aussi à notre cadre de vie, à notre santé, à tout ce qui peut nous donner l'envie d'être dans la nature, à notre biodiversité, à tous ces sujets évidemment majeurs du point de vue de notre environnement. Et on n'oubliera pas les questions climatiques qui évidemment sont l'un des grands enjeux, l'un des grands défis, et qui touchent et qui impactent les terroirs, les territoires, et en l'occurrence, ils sont impactés aussi par leur propre action sur ces sujets-là. Donc, tous ces enjeux, on n'oubliera pas bien sûr à chaque fois, et je sais bien que nos 2 intervenants d'aujourd'hui, ils seront plus que sensibles, on n'oubliera pas la question culturelle, parce qu'on ne peut pas parler terroir et territoire sans évoquer les approches culturelles, sans évoquer la diversité, la dynamique sociale, les modèles, les nouveaux modèles à inventer. Et on n'oubliera pas, bien entendu, l'innovation. Et je terminerai parce que c'est le mot d'aujourd'hui, la digitalisation de notre société et de notre action partout. Et on le voit que la crise Covid a aussi
aider probablement à chacun à prendre en main encore plus vite davantage ce sujet-là du numérique avec les applis, avec nos webinars qui ne font que se développer, avec la formation via le web qui ne fait que se développer. Et tous ces sujets-là, nous les aborderons évidemment aussi parce que tout est lié. Voilà, j'ai été déjà beaucoup trop longue et si vous le voulez bien, vous dire qu'en fin de notre séance, on vous redonnera peut-être 2-3 points de synthèse et d'éléments de rendez-vous pour la suite. Alors, permettez-moi d'avoir le grand plaisir, mais vraiment le grand plaisir de passer la parole tout simplement à Audrey Pulvar. Vous la connaissez parce qu'elle est une de nos grandes journalistes. Elle a une carrière immense en tant que journaliste. 1m69, 1m69. Pardon, mais je sais, mais cette carrière qui a été la tienne, qui a été extrêmement rayonnante et puissante, tu as eu une grande carrière dans les médias. Tu as aujourd'hui, et tu vas nous le raconter parce que je préférerais que ce soit toi qui nous dises ce qui te paraît utile à mettre en avant comme étant ton actualité. Moi, je t'ai connue aussi il n'y a pas si longtemps comme présidente de la Fondation pour la nature et l'homme. Et on sait bien qu'aux côtés de Nicolas Hulot, tu as eu et tu as toujours un engagement extrêmement fort. On sait aussi qu'aujourd'hui, tu as de nouvelles activités, que la Green Management School, tu vas nous expliquer ce que tu fais. Et surtout, donc si tu veux bien, dis-nous en quelques mots peut-être d'ouverture, dis-nous non seulement ce que tu fais aujourd'hui, ce qui te mobilise, toi qui es une femme tellement d'engagement fort, mais dis-nous quel est ton point de vue aujourd'hui sur ce que sont les défis d'une alimentation et d'une gastronomie vraiment durable, j'insiste sur le vraiment durable, et déconfinée, puisque l'idée c'est de voir de quelle façon on déconfine le sujet aussi. À toi. Alors, merci. Bonsoir à tous. Alors, d'avance, pardon, parce que je pense que la liaison n'est pas très bonne, mais ça s'en va et ça revient. Donc, il faut que je fasse des phrases courtes pour que vous m'entendiez bien. J'espère que ça passe. Là, ça va. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de choses, évidemment. J'ai fait beaucoup de choses toujours été une femme très, très engagée contre les discriminations, pour l'égalité des droits, pour l'égalité des droits entre femmes et hommes. Aujourd'hui, depuis 3 ans, j'ai quitté le métier de journaliste et je me suis engagée totalement au service de l'intérêt général dans la question climatique. Et regarde ce que c'est, gère mon téléphone. Gère mon téléphone. Et pour moi, une lutte efficace contre le réchauffement climatique. Audrey, je pense qu'il faut que tu coupes la vidéo. Je pense qu'il faut couper la vidéo parce que comme ça, le son sera plus fluide. Parce que là, sinon, c'est un peu haché. Hein, si tu peux couper la vidéo. On va le faire aussi, nous, peut-être. Ouais, moi, je vais couper la vidéo aussi. Hein, hop, voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je pense que ça ira mieux. Allons-y. Voilà. Non, mon activité aujourd'hui militante. C'est pas mieux. Je consacre une grande partie de mon activité à lutter contre la réchauffement ou en tout cas à faire sur ce sujet-là. Et moi, je considère Pourquoi tu gardes ça pour l'instant? Pourquoi tu la relèves? On n'entend plus du tout. Oui. Audrey? Là, on n'entend plus Audrey. Peut-être, Pascal, ce que je te propose, c'est que si c'est possible, on
commence par passer la parole à Laurent et Oui, alors peut-être Audrey va se reconnecter, va nous trouver une meilleure maison. Bon, j'espère. Alors effectivement, du coup, on va rebondir pour, alors, je vais présenter rapidement donc Laurent Petit. Laurent Petit, donc vous êtes effectivement un chef étoilé, mais avant de devenir un chef étoilé, vous êtes né en Haute-Marne, à Bussière-les-Belmonts. J'ai dit ça parce que pour vous, c'est pas un endroit neutre. C'est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en décembre 2019, vous étiez assez ému, je crois, de rejoindre le lycée d'Hydro dans le cadre d'une soirée caritative avec tous ces élèves, leur donner du sens et des perspectives dans ces métiers de passion, ces métiers qui ne sont pas toujours simples non plus. Et vous leur disiez d'ailleurs à l'époque à ces élèves, il faut croire en vous, il faut lâcher les chevaux. Parce que vous-même, vous n'aviez pas pu à l'époque, c'est ce que vous dites, et peut-être que vous le raconterez, intégrer ce fameux lycée d'Hydro à Langres. Et donc je dis ça parce que c'est assez symptomatique d'un caractère, d'une volonté, d'une ambition très saine qui vous anime depuis toujours. Vous avez parcouru, j'allais dire, tous les territoires de France, tous les terroirs de France, d'abord au quartier des Halles, au Pied de Cochon, ensuite aux côtés de quelqu'un que j'aime énormément, Philippe Forbrac, qui a créé le bistrot du sommelier, qui était meilleur sommelier du monde en 92, quelqu'un qui est évidemment très proche de tous nos sujets, on l'a évoqué lundi ensemble. Vous avez aussi été aux côtés de Michel Guérard, je crois que vous avez eu un choc culinaire à ses côtés, je pense que tout le monde a eu un choc culinaire avec Michel Guérard. Et puis ensuite à Reims, à Tours, à Dijon, à Mougins. Vous, à titre personnel, à 24 ans, vous ouvrez votre premier restaurant à Briançon, le Péché Gourmand. Il y a sûrement des bonnes raisons. Et puis ensuite, vous êtes installé effectivement sur les bords du lac Annecy et avec un parcours étoilé, à la fois brillant et plein de convictions. Première étoile en l'an 2000, deuxième étoile en 2007. En 2015, vous dites souvent, vous faites votre cooking out. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire, faire un cooking out quand on est un chef étoilé. Et enfin, récemment, vous avez donc obtenu la troisième étoile en décembre 2019 au Michelin, qui couronne effectivement cette qualité très particulière et des engagements dont vous allez nous parler. Je voulais juste compléter, on aura l'occasion d'en reparler, un autre point qui est important. Vous êtes engagé et parmi les membres fondateurs du Collège culinaire de France, qui a été lancé il y a plusieurs années avec des gens comme Alain Bocuse, Paul Bocuse, Alain Ducasse, Joël Robuchon. Alors, certains nous regardent d'en haut, vous regardent tous d'en haut, avec certainement beaucoup de passion toujours et d'empathie. Voilà, mais je vais vous laisser donc réagir et commencer à nous dire, effectivement, de votre point de vue, compte tenu de ces expériences, de ces parcours, de ces engagements, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ces défis d'une alimentation vraiment durable, comme le dit très bien Sylviane, et décloisonnée dans un monde un peu particulier à réinventer. Voilà. Laurent, la parole est depuis Annecy. On est à votre écoute. Bien, merci, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, sachez que je suis très honoré d'être parmi vous ce soir, que c'est très étonnant de ma part de penser une seconde qu'on puisse s'intéresser à mon cas dans des sphères d'études aussi élevées que Sciences Po. Sachez que pour moi, c'est assez déroutant. Maintenant, en effet, vous avez assez bien résumé ma carrière et pour commencer par la fin, quelque part, en effet, j'ai tenu à conclure cette année merveilleuse qu'a été 2019 avec cette troisième étoile. J'ai tenu à conclure, à revenir en fait aux fondamentaux, au début de ma carrière, au début de mes premières idées de ce que pouvait être la cuisine. Et là où j'étais vraiment en échec scolaire, j'ai eu l'impression de boucler la boucle en retournant, entre guillemets, pour ainsi dire, sur les lieux du crime, sur les lieux de l'échec. Donc, c'est avec beaucoup de fierté, d'humilité, en effet, et d'émotion, je me suis retrouvé au lycée d'Hydro, dans mon pays natal, là-bas, à Langres. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse, mais en effet, ça exprime assez bien qui je suis et d'où je viens et là où je veux aller, quoi. Moi, j'ai fait ma carrière tout simplement avec beaucoup d'envie, de passion, d'abnégation, pas spécialement d'ambition en fait, simplement ce que j'appelle la cohérence, le pragmatisme et le bon sens paysan. Alors, il s'avère que peut-être la difficulté que j'ai su gérer,
c'est que pour arriver à ce niveau de 3 étoiles Michelin, il faut certainement être un peu poète, un peu artiste, avoir une forte sensibilité et en même temps, d'un côté, c'est ce pied-là et de l'autre côté, il faut avoir les pieds bien sur terre, être capable de manager, de créer une entreprise parce que tout ça, finalement, ce sont quand même que des entreprises, quoi. Certes, dans un monde particulier, avec le prisme de la gastronomie, mais on est avant tout des chefs d'entreprise. Voilà, avec une forte sensibilité, ce qui n'est pas forcément évident à lier les deux, quoi. Voilà, moi, alors quand vous parlez de gastronomie durable ou d'alimentation durable, avec un peu de suspicion, là, en insistant sur le mot durable, non, moi, j'y vois pas du tout de suspicion. J'y crois fortement, notamment après cette période qu'on vient de vivre de dingue. Je pense que tout le monde aujourd'hui s'est regardé dans le miroir pendant ces 2 mois de confinement. Et je pense qu'il y a la petite lumière là qui a réagi chez beaucoup de personnes en disant OK, on arrête de marcher sur la tête et on va faire les choses comme elles doivent être faites, quoi. Donc moi je crois vraiment à une levée perso, mais perso du coup de tout le monde, mais humaine. Tout ça n'est qu'une histoire d'humain, hein. Quand vous parlez de territoire, de terroir, ce sont souvent des mots qui se heurtent. Ce sont des mots qui se chamaillent en fait. C'est la première fois que je vois qu'on les met dans une même phrase. Moi, je suis pas pour le terroir. Je suis avant tout pour mettre en avant le mot territoire, parce que le territoire, ce sont les hommes, en fait. Les hommes, certes, qui vont travailler le terroir, mais avant tout, moi, j'aime à dire qu'on a tous un territoire d'excellence autour de soi. Dans quelle région, n'importe quelle région où on est, il y a forcément ces hommes passionnés, souvent aujourd'hui qui viennent d'un autre métier, mais qui ont souvent la tête bien faite et qui se sont mis à se passionner pour se connecter à la Terre, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, quand on ouvre les yeux, simplement, l'effet Zoom, ce que j'ai fait en effet en 2014-2015, ce que j'appelle mon cooking out, c'est-à-dire, j'ai presque envie de dire simplement, c'est regarder qui est votre voisin, quoi. Qui est votre voisin, et vous allez voir que votre voisin, il est formidable et qu'il a des tas de choses à vous apprendre. Et notamment dans le monde végétal, dans le monde des producteurs, c'est juste insensé tout ce qu'il y a. Et ce sont ces hommes-là qui font le territoire, certes à travers le terroir, mais le terroir, on sait très bien qu'on est dans le plus beau pays du monde, on est dans le plus beau terroir du monde, hein. Partout où on est, comme vous disiez encore l'autre jour, je suis à Vannes et c'est aussi beau qu'Annecy, ben voilà, vous êtes peut-être le seul à être convaincu de ça, mais on est tous convaincus que de là où on vient, c'est formidable. J'espère que non. Et moi, je dirais pareil pour la Haute-Marne, vous voyez. La Haute-Marne qui est un département voilà, assez rural. Et finalement, quand on ouvre les yeux, je peux d'autant plus en parler que j'ai quitté cette Haute-Marne natale. J'ai quitté à l'âge de 18 ans, voilà, après la fin de l'école hôtelière. Et je l'ai peut-être quitté avec un peu de dédain. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu retourner avec mes 3 étoiles fièrement dans cette école hôtelière. C'était un peu pour m'excuser quoi, de tout ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le parcours que j'ai fait à Annecy, même si Annecy a un côté magique, un côté carte postale, un côté voilà, édulcoré, moi, ce n'est pas ce côté-là d'Annecy qui m'intéresse. C'est le côté racine, c'est le côté territoire. Ce sont les hommes, ce sont l'Albanais, ce sont les Bauges, ce sont vraiment la campagne environnante. Voilà, c'est ça qui m'anime et c'est ça qui m'a emmené à 3 étoiles. Ce n'est pas simplement le diamant qui est le lac d'Annecy, quoi. Et je sais aujourd'hui, qu'en ouvrant les yeux, puisque j'ai fait l'exercice à Langres, j'ai fait l'exercice dans mon département, simplement pour un menu, simplement pour une soirée. J'ai trouvé tous les producteurs qu'il fallait, voilà, dans un département comme la Haute-Marne. Voilà. Donc, ouvrons les yeux, connectons-nous au territoire, donc connectons-nous entre hommes, et vous allez voir que ça va très bien se passer. Merci beaucoup pour ces propos préliminaires. Alors, Audrey Pulvar, est-ce que la connexion sans image est meilleure? Parce qu'on n'a pas pu capter beaucoup de choses qui étaient un peu hachées tout à l'heure. Est-ce que Audrey, vous êtes à nouveau là? Ça a l'air d'être mieux. Oui. Alors, allons-y. Ça a l'air d'être mieux. Voilà, donc il faut que je fasse des phrases courtes et que je parle vite. Comme ça, on est sûr qu'on va s'entendre. Dans ce que je disais tout à l'heure, et pardon si vous m'entendez me répéter du coup, c'est que oui, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai toujours été quelqu'un de très engagé, très militant pour la lutte contre les discriminations, pour l'égalité des droits. Et depuis 3 ans, j'ai quitté le métier de journaliste pour me mettre au service de l'intérêt général, avec notamment 2 ans passés à la présidence de la Fondation Nicolas Hulot, que j'ai quitté il y a un peu plus d'1 an. Et en fait, cet engagement pour la cause écologique,
c'est un prolongement logique des engagements que j'ai eus par le passé, puisque le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont des amplificateurs d'inégalités. Et il me semble, c'est en tout cas ce que je porte et quelques autres avec moi, qu'on ne peut pas lutter efficacement contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité sans justice sociale, et je dis même sans justice sociale à tous les étages. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'abord lutter contre les inégalités, notamment les inégalités de territoire. Je fais juste une petite parenthèse, puisqu'on parle de gastronomie, mais pour illustrer mon propos, par exemple sur la question des transports, on caricature souvent le propos des écologistes en disant oui, mais ils veulent mettre tout le monde sur des vélos et tout. C'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est de promouvoir des mobilités différentes, des mobilités actives, des mobilités moins polluantes, et de se bagarrer, c'est ce que font beaucoup de militants écologistes, pour que sur l'ensemble du territoire, nous prenons seulement la France par exemple, pour que sur l'ensemble du territoire, les hommes et les femmes aient un accès égal à différents modes de déplacement. Et qu'après, individuellement, ils choisissent le plus polluant, ben ça c'est de leur responsabilité individuelle. Mais au moins que les infrastructures, les structures, les organisations, l'aménagement du territoire soient faits pour que personne ne soit contraint d'utiliser un mode de déplacement polluant et finalement peu responsable. Et sur la gastronomie, sur l'alimentation, enfin, moi je lis beaucoup agriculture et alimentation. C'est un peu le même raisonnement. Notre combat pour une agriculture durable, de qualité, qui rende des services à la nature, qui rende des services aux paysans, à l'agriculteur, à l'éleveur, en lui apportant une meilleure rémunération, une meilleure santé, un meilleur rapport avec le consommateur. C'est un combat aussi pour valoriser les territoires, pour valoriser l'alimentation et la gastronomie sur les territoires, parce que bon, je ne vois pas comment on peut faire de la gastronomie sans produits, sans bons produits, et valoriser non pas les circuits courts, parce qu'un circuit court, ça peut être très long. Moi, je me bats tout le temps sur les éléments de langage dans mes activités aujourd'hui auprès d'Anne Hidalgo pour que on arrête d'utiliser ce vocable de circuit court, parce qu'un circuit court, c'est un circuit dans lequel il y a peu d'étapes, mais ça peut être très long. En revanche, il faut valoriser les circuits de proximité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là, les circuits de proximité, pour ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation, et donc la gastronomie, ce sont des circuits qui valorisent les produits, les productions locales, départementales, régionales, nationales. Avant tout, je ne suis absolument pas nationaliste. Évidemment, j'ai la fierté de notre pays, bien sûr, mais je ne suis absolument pas nationaliste. Je suis absolument pas protectionniste ni refermé sur moi-même. Mais je trouve assez aberrant qu'on soit dans un système où, alors qu'on a des éleveurs et des producteurs d'une viande de très grande qualité sur l'ensemble de notre territoire, on en vienne à importer de la viande de moins bonne qualité, qui en plus a un coût environnemental et un coût social très élevé. Donc, cette question de la proximité, Laurent disait à l'instant qu'on sait beaucoup, alors peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre nous se sont encore plus posé la question au cours de ces 2 mois et demi de confinement. Elle est pour moi centrale, importante, mais tout ça ne doit pas non plus occulter tout l'aspect plaisir qu'il y a dans la discussion qu'on a ce soir. On parle de gastronomie, on parle d'alimentation, donc d'une richesse aussi du patrimoine français, même si on n'est pas les seuls à faire de la bonne cuisine sur Terre. Et pour moi, c'est du plaisir, c'est de l'échange, c'est du partage. Et tout ça, toutes ces valeurs-là, elles sont aussi contenues dans l'idée de faire une agriculture durable, peut-être dans des proportions moins grandes, des parcelles moins grandes, des parcelles qu'on utilise à plusieurs agriculteurs, etc., pour produire une nourriture de meilleure qualité, encore une fois avec une meilleure rémunération pour le paysan ou l'agriculteur ou l'éleveur, et au bout, des consommateurs et des convives, parce que pour moi ce sont plus des convives que des consommateurs, qui mangent mieux, qui mangent moins et qui sont en meilleure santé. Juste un petit mot, Audrey, pour encore appuyer sur ce que tu dis. Est-ce qu'il y a, à ton avis, des défis, des freins à lever? Et quels sont-ils ou quels sont les principaux freins pour que ce soit vraiment durable dont tu parles?
cette alimentation, cette gastronomie, on en voit tous les bienfaits que tu évoques, mais quels sont les défis, quels sont les freins? Alors, j'ai envie de te répondre de façon un peu malicieuse en citant le mot de Fournier, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un dessinateur et un humoriste et surtout un grand militant écologiste dans les années 70 et qui disait qu'il avait toujours été frappé par le fait que ce qui empêchait le plus la réalisation de choses importantes et de transformations, c'était la peur de passer pour un con. Et je crois qu'aujourd'hui, parmi les obstacles, il y a celui-là, c'est-à-dire la peur de remettre en cause, ne serait-ce qu'intellectuellement, avant même de le faire concrètement, de remettre en cause un système de production agricole, un système de distribution, de filière, un système d'alimentation qui nous est présenté depuis l'après-guerre comme le seul et le meilleur, le seul viable et qui permet à la France de nourrir la planète. Bon, on pourrait déjà avoir la prétention de nourrir notre population et déjà remettre en cause intellectuellement ce système, ça fait peur à beaucoup de gens. Quand je dis ça, je ne suis pas dans un monde de bisounours où je me dis d'un claquement de doigts, on va changer le système agricole français, européen, les équilibres agricoles mondiaux, etc. Non, ça ne se fait pas comme ça. Mais on peut déjà mener la réflexion et depuis le temps que des agricultures alternatives se développent, on a un recul, on a l'expérience. On sait, en plus, il y a des études plein les étagères de l'ONU, qu'on a les moyens aujourd'hui et qu'on les aura demain à 11 milliards, 12 milliards d'individus sur Terre, de nourrir l'ensemble de la planète correctement avec une agriculture bio qui plus est. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des grands scientifiques et spécialistes de la question. Mais pour obtenir ce résultat, il faut remettre en cause un certain nombre de choses dans le système actuel, notamment nos régimes alimentaires qui sont trop protéinés, qui seront trop carnés, soit évidemment la viande, mais aussi qui pèsent trop sur la ressource halieutique. Et puis, il faut changer un certain nombre d'habitudes dans nos échanges, dans nos modes de production, etc. Mais c'est possible. C'est pas simple, c'est pas facile, mais c'est possible. En tout cas, parce que souvent on m'oppose à ça le fait que oui, mais c'est des secteurs qui font vivre des centaines de milliers de gens, des millions de gens, et qu'on ne peut pas comme ça changer, mais qui les font vivre dans quelles conditions? Dans quelles conditions aujourd'hui vit le monde agricole, ne serait-ce que dans notre pays, qui est quand même un pays riche, qui reste un pays riche? Dans quelles conditions? Un agriculteur se suicide tous les 2 jours dans notre pays. Beaucoup d'agriculteurs sont confrontés à des difficultés très importantes. Eux-mêmes souhaitent, et sont de plus en plus nombreux à se convertir à un autre type d'agriculture, mais ils n'ont pas forcément les aides, les structures, le temps pour cela. Donc, je ne dis pas que nous ayons une baguette magique avec l'agroécologie, l'agroforesterie, avec tout ce qui est circuit d'alimentation bio, etc. Je ne crois pas que les choses se fassent facilement, mais le système tel qu'il existe aujourd'hui ne fonctionne pas. D'abord, il est trop prédateur pour la ressource et il est trop destructeur pour l'environnement. Il est trop injuste pour les agriculteurs qui sont trop injustement rémunérés. Et beaucoup d'agriculteurs, et pas seulement dans notre pays, sont dans des situations de désespoir profond. En Inde, on parle de entre guillemets, évidemment, d'épidémies de suicide chez les agriculteurs. Aux États-Unis, vous voyez le nombre d'agriculteurs qui attaquent des grandes firmes comme Monsanto pour des questions de santé, d'impact sur leur environnement pour des dizaines d'années. Donc, le système tel qu'il va aujourd'hui ne fonctionne pas. Et on sait, on a expérimenté d'autres méthodes. Je vois Thierry Marcelin qui demande circuit court versus circuit de proximité. Je précise juste mon propos de tout à l'heure. On dit circuit court quand il y a le moins d'étapes possible entre le producteur et le consommateur. Mais un circuit court, c'est un circuit avec 2 ou 3 étapes, peut être très long en fait, parce que dans les étapes, il peut y avoir une très longue distance. Alors qu'un circuit de proximité, c'est non seulement un circuit dans lequel il y a peu d'étapes, mais dans lequel on est sûr que la marchandise vient de pas trop loin. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas repliée, je ne suis pas contre les autres, etc. Il ne s'agit pas de ne plus du tout rien recevoir de l'extérieur ou de ne plus rien exporter vers l'extérieur. Mais dernièrement, j'étais dans une boutique bio à acheter des fruits et des légumes. Au rayon poires, il n'y avait que des poires venant d'Argentine et du Mexique. Et bio, hein, bien sûr.
bio, emballé dans du plastique, évidemment. Non, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Un circuit de proximité, c'est une poire qui sera produite peut-être pas en agriculture biologique, mais en agriculture de haute qualité environnementale, dans de bonnes conditions, dans des conditions les meilleures possibles, mais qui sera produite à 150 ou 200 km de l'endroit où je l'achète. Et ce sera mieux d'acheter cette poire-là que d'acheter une poire bio qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup, Audrey. Juste rebondir pour prolonger ces sujets avec tous les deux, et puis peut-être Laurent. On a évoqué la question de la santé, la question de la traçabilité, la question de la transparence. Parce qu'il y a la question, quand je dis santé aussi, le directeur général de l'OMS, l'année dernière à l'UNESCO, pour la grande réunion de la biodiversité, et Théo Breton était avec moi ce jour-là, un des membres de notre cercle, expliquer qu'effectivement le défi aujourd'hui, c'est beaucoup moins la faim dans le monde que la question de l'obésité qui est dramatique. En France, 25% des jeunes de moins de 25 ans souffrent d'obésité, un chiffre qui n'était absolument pas celui-là il n'y a pas 10 ans. Donc, juste pour il y a quand même, pardon, mais il y a quand même 900 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim tous les jours. Oui, bien sûr. C'est quand même bien sûr. Un humain sur non, 6. C'est un vrai sujet, mais il y en a aussi qui meurent malheureusement de questions liées à l'alimentation, notamment à l'obésité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour faire le lien avec la traçabilité, c'est pour faire le lien aussi avec des choses terribles. Ce procès qui dure depuis 10 ans avec cette jeune fille de 9 ans qui est décédée l'année dernière, après 9 ans et demi de procès parce qu'elle avait mangé des choses dans une viande qui n'était pas vraiment de la viande, et les entreprises concernées ne sont toujours pas condamnées. Donc il y a des vrais enjeux. Là, on n'est pas en train de parler de gastronomie, de santé humaine et de traçabilité et de respect de l'être humain, et ça se passe en plus en France. Je vais, avec Laurent, essayer de voir par rapport à cette qualité des produits, et ce n'est pas une question d'étoile non plus, parce que le Collège culinaire de France, peut-être Laurent, vous pouvez en toucher un mot, ça concerne effectivement l'ensemble de la chaîne alimentaire, y compris dans l'agro-industrie, y compris chez les distributeurs, où beaucoup d'entre eux prennent des initiatives pour réduire, arrêter un certain nombre de ventes et de distribution de certains produits, multiplier la possibilité d'arriver avec effectivement des contenants pour pouvoir prendre la nourriture sans trop de déchets. Donc je vais vraiment tous les deux, mais Laurent peut-être, parler de cette traçabilité, la question de la santé. On a parlé de carnet tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu des choix très importants que vous aviez fait aussi en 2015. Voilà, parler de tout ça, santé, alimentation, producteurs, qualité. Tout ça est intimement lié. La traçabilité, à partir du moment où on parle de proximité, comme je le disais tout à l'heure, d'ouvrir les yeux et de simplement regarder son voisin. Alors, en effet, la gastronomie, c'est une chose, mais la gastronomie, elle est partout. La gastronomie, c'est un mot qui inclut tous nos bistrots, toutes nos auberges de France. Il ne faut pas oublier. Quand je dis ouvrons les yeux, je ne parle pas que des étoilés. Bien sûr, moi, j'ai montré on pouvait arriver à l'excellence avec des choses tellement simples comme un chou-fleur ou une tarte au chou ou une ferrade du lac d'Annecy ou quelques écrevisses. Mais en fait, l'hygiène, quelque part, l'hygiène alimentaire, la sécurité alimentaire, elle se fait aussi naturellement. Dès que vous mangez des choses dont vous connaissez l'histoire. Donc, moi, ce que je revendique, ce que j'aimerais, c'est que tous les cuisiniers connaissent réellement l'histoire du produit. Et pour ça, c'est simplement avoir ce contact direct avec le producteur. Et là, d'un seul coup, ça devient une vraie histoire humaine. Et donc, on va simplement manger sainement parce que on sait comment ça aura été fait, réalisé. Et puis, il y a ce contact humain qui fait, on est dans une honnêteté intellectuelle réciproque. Et d'un seul coup, la junk food, elle n'existe plus, quoi. Donc, quand vous parlez d'obésité, je suis désolé, mais c'est certainement pas en mangeant beaucoup de végétaux, des choses très, très simples, comme moi je le fais. Et puis pour revenir au monde carné, en effet, comment je pourrais dire, en effet, ça a la dent dure. Tout le monde pense que, en effet, la viande est très importante. Chez moi, il n'y a pas un morceau de viande depuis 6 ans. Ça n'a dérangé personne, ça n'a dérangé aucun client. Ça a attiré au contraire une nouvelle clientèle. Bien sûr, j'ai eu le cautionnement de Guy Michelin une fois de plus avec ses 3 étoiles. Donc finalement, tout ça, la viande, c'est un leurre sociétal, quoi. C'est, comme disait Audrey, c'est l'éducation après la guerre. Voilà, c'est les résultats de tout ça. Mais seulement, ce qui est embêtant, c'est que c'est trop long, quoi. Ça fait 40 ans qu'on marche sur la tête, quoi. Mais la viande, moi, je mange très peu de viande. Et en aucun cas, ça ne manque, quoi. C'est même pas un sujet, quoi. Quand on me demande comment tu fais pour un restaurant 3 étoiles sans viande, maintenant, j'ai l'habitude de dire, c'est un non-sujet, quoi. Il n'y a même pas de sujet, quoi. C'est pas un sujet, quoi. Les étoiles, c'est la gourmandise. C'est l'excellence dans la gourmandise. C'est les papilles qui salivent.
C'est tout, quoi. Point barre, quoi. Donc, c'est pas de la viande, du poisson qui vient de là ou de là. C'est la gourmandise. On est dans l'excellence. Et ça, on l'obtient avec une tarte aux choux, simplement. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des leurres sociétaux. Et moi, je pense que si on mange des choses dont on sait comment ça a été produit, voilà, il faut absolument se reconnecter à l'humain, au producteur. Et il y a quand même des… Alors, certes, il y a tout ce monde agricole qui souffre, mais c'est pour ça qu'il faut les rencontrer, il faut discuter avec eux. Moi, j'ai totalement inversé le processus du restaurateur. C'est-à-dire que moi, ce sont les producteurs qui m'emmènent la marchandise, je ne commande rien. J'ai 2 règles d'or. Je ne commande rien et je ne parle jamais de prix. Ça, c'est la règle d'or. C'est à nous à apporter la valeur ajoutée et à trouver et avoir le talent, la sensibilité, la création je reviens au monde d'entreprise, pour vendre au juste prix et pour gérer une entreprise, quoi, avec 35 salariés, pour faire 30 couverts comme moi je fais. Tout ça, tout simplement, quoi, tout naturellement, quoi. Et si demain, tous les restaurateurs, tous les chefs cuisiniers, tous les aubergistes créent un contact fort, un lien, on peut parler d'amitié, quoi, avec leurs producteurs, il y a forcément quelqu'un à côté qui fait les pommes de terre, qui fait je pense souvent au monde végétal parce qu'il est tellement dingue et c'est vraiment là où on peut s'exprimer, mais 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus qu'avec le monde carné, quoi. Le champ des possibles, il est dingue avec le monde végétal, quoi. Donc voilà, connectez-vous. Et puis, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, je lance sans faire de politique au sens politicien, mais je lance un appel à tous les maires de France, quoi, les 36 000 maires de France, proposer. Aujourd'hui, il y a un permis de restaurateur pour ouvrir un restaurant. Proposer à tous les restaurateurs, ne serait-ce que 100 mètres carrés de jardin. Ce ne sera pas forcément facile dans la capitale, mais en tous les cas partout ailleurs. Et je sais que dans la petite couronne, on peut très bien y arriver aussi. Voilà, que tous les restaurateurs aient un petit bout de jardin, qui mettent le doigt dedans. Voilà. Et que de toutes ces promotions aussi immobilières qu'on fait, que tous les promoteurs, on propose une place de parking, 2 places de parking, que tous les promoteurs incluent 10 mètres carrés, simplement 10 mètres carrés, dans tous les appartements qui sont vendus. Voilà. Et vous allez voir l'émerveillement quand on va simplement aller cueillir sa ciboulette, quand on va comprendre ce que c'est que la ciboulette qui monte en fleurs, voilà, ou sa petite roquette. Tout simplement, reconnectons-nous au monde de la terre, au végétal. La vérité, elle est là, elle est nulle part ailleurs. De l'auberge la plus simple aux 3 étoiles, la vérité est là. Audrey était en train d'écrire Laurent président, donc effectivement, on est en pleine élection municipale, pas de politique, hein, Audrey Pulvar. Justement, c'est pour ça que je dis Laurent président, parce que là, politique au sens grec du terme. C'est très bien, Laurent. Juste peut-être un petit mot, Laurent, quand même, sur le Collège culinaire de France, parce que c'est cette volonté d'avoir effectivement des porte-drapeaux étoilés, certes, mais surtout, c'est pas pour eux, c'est pour effectivement des tas de bistrots, des tas de restaurants. Bien sûr, voilà, ça serait que tu entends tout un mot comme point. La grande réussite du collège culinaire, c'est en effet, alors au début, il y a eu des têtes d'affiche, comme Monsieur Paul, voilà, comme Joël Robuchon, comme Ducasse. Il y a eu ces piliers. Bon, j'ai eu la chance d'en faire partie. On m'a appelé, j'étais le petit pousset. Ça devait faire bien sur l'affiche. J'étais content d'y être et je suis toujours content d'y être. Mais le vrai tournant dans le collège culinaire, c'est le jour où on a compris qu'il fallait mettre les producteurs avec nous. Et donc, on officialise au collège culinaire ce dont je suis en train de vous parler, ce lien producteur-restaurateur, tout simplement. À un moment donné, il est mis en avant, il est officialisé. Et la grande force du collège culinaire, c'est que derrière nous, il n'y a personne. Il n'y a ni les gouvernements, il n'y a aucune subvention, et en tous les cas, rien qui vient de l'agroalimentaire. Nous sommes des gens libres avec une cotisation très modeste, donnée de la part de tout le monde. Et il y a un vrai mouvement vraiment intelligent, honnête. Et ce qu'on vient de dire, quoi, le lien, le mariage producteur, restaurateur, aubergiste. Mais de la petite auberge, le petit gars qui cuisine, celui-là, il fait de la gastronomie. La gastronomie, ça commence avec le produit tout simple et c'est la queue de la poêle. C'est de la gastronomie. Il n'y a pas tant de différence que ça entre le 3 étoiles et l'auberge sur la route nationale 7. Excellent. De toute façon, la définition originale de la gastronomie, c'est Brillat-Savarin en 1825. Et lui, il ne parlait pas forcément de truffes dans des restaurants étoilés, il parlait de la conservation des hommes. Donc, c'était très RSE, très environnemental, très santé dès le départ en 1825. On va rebondir peut-être, Audrey Pulvar, justement pour faire le lien avec les terroirs, les territoires. On parle souvent des endives bio qui poussent dans des parkings à Paris ou des gens qui font les pêches de Montreuil. Effectivement, il y a eu ce film Oui Demain avec plein d'initiatives à Chicago, avec effectivement une réappropriation du territoire en ville.
avec beaucoup Oui. d'initiatives. Et ce que tu disais, Laurent, effectivement, c'est des choses assez concrètes, y compris, ça peut se passer pas seulement à Annecy, mais à Paris et dans des villes, y compris dans la Grande Couronne à Paris. Il y a plein d'initiatives en Saint-Denis, autour de Saint-Denis. Voilà, Audrey Pulvar, peut-être sur la partie, effectivement, ville, territoire, monde urbain et Ouais. comment retrouver du lien, du sens avec des initiatives qui sont en cours sur ces sujets-là, en ville, par rapport Alors, je à voudrais vos quand même expériences. rebondir rapidement sur ce que disait Laurent. Je suis 1000 fois, enfin 1000% d'accord avec lui. Et quand je parle d'ailleurs de gastronomie, pour moi, la gastronomie, c'est de la bonne cuisine, hein. Et effectivement, la bonne cuisine, ça peut être dans sa cuisine. Bonjour la personne qui accompagne Laurent. Bonjour, bonjour, Martine. bienvenue. Bonjour. C'est Martine. Audrey, c'est celle qui était sur la scène avec moi. Hein. C'est Ouais. Martine, Je n'ai pas d'accord, mais changé, hein, c'est Martine. Hein. je voyais que son téléphone, mais non, mais je ne voyais pas son visage, c'est pour ça. Non, je te- Encore 10 minutes et après en salle. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais la gastronomie, évidemment, aujourd'hui, quand on parle de gastronomie, on pense restaurant 3 étoiles, mais la gastronomie, ça commence dans sa cuisine à soi, hein. C'est vraiment faire de la bonne cuisine. Et faire de la bonne cuisine, c'est forcément avec des bons produits. Donc, tout est dans le produit. Ouais. Alors, tout, Mais, j'exagère. Il y a mais un évidemment bon produit, excusez-moi Audrey, je vous coupe, mais un bon produit, c'est tout sauf un produit de luxe. Hein. Tout sauf un bon produit, c'est le produit en fait qui vient d'être cueilli. C'est celui qui n'a pas, qui a pas eu de frigo, qui n'a pas eu de stockage. C'est ça le bon produit. L'excellence de l'excellence, c'est vraiment le potager. Voilà. Moi, je l'ai vécu, j'ai fait l'exercice bien malgré moi. Hein. Je viens de vivre 2 mois et demi justement à la maison avec Martine, donc 2 mois et demi à cuisiner midi et soir, parce que je l'avais jamais fait de ma vie. Elle avait enfin son chef à la maison. Enfin, enfin. J'espère qu'elle va le dire à tous les clients. Ouais. Elle a eu enfin son chef à la maison. Ouais. Mais oui, parce que les chefs, ils ne est... cuisinent pas à la maison. Ils ah cuisinent je suis au le restaurant. premier, hein. Exactement. Et là, je m'y suis mis et c'était génial. Quoi. Et en effet, comme vous dites, la gastronomie, ça commence là, à la maison. Quoi. Quand à un moment donné, vous mettez le petit citron qui va confire, ceci, cela, avec une simple courgette crue comme ça marche tout seul. C'est de la gastronomie. J'ai l'ambition de m'avoir dit que j'ai fait de la gastronomie pendant 2 mois et demi à la maison. Tout à fait. Absolument. Avec un bon poireau, avec une feuille de chou, avec une pomme de terre qui sort de la terre, qui n'est pas par nulle part entre les deux. Alors, c'est de l'ultra proximité, là, Laurent. Ouais, mais la vérité, elle est là. Hein. La micro-saisonnalité. Oui, et alors, donc, effectivement, quelqu'un dans le chat ajoutait des légumes. Enfin, je parlais tout à l'heure de production locale, régionale et tout ça, et de saison, évidemment, de saison. Mais encore une fois, c'est le produit, la beauté du produit, c'est qu'il y ait le moins de manipulation possible, surtout quand c'est un produit qui vient de la terre, entre la terre et l'assiette, et qu'il soit le plus frais possible. Évidemment, qu'il soit de saison. S'il n'est pas de saison, c'est qu'il a été trafiqué. Donc, ça devient tout de suite beaucoup moins intéressant. Et je crois très sincèrement que c'est quelque chose qui, bon, on parlait tout à l'heure en coulisses avant de démarrer la réunion du succès d'une émission comme Top Chef, je crois qu'il est passé hier soir ou avant-hier soir à la télévision. On sait que les Français, mais pas que les Français, tout le monde est intéressé par le fait de bien manger. Et tant mieux, c'est quand même un des grands plaisirs de la vie de bien manger. Mais ça peut être très simple de bien manger, encore une fois, à partir du moment où on a les bons produits. Et il me semble, je parlais tout à l'heure au début de mon propos de justice sociale et de lutte contre le réchauffement climatique comme une lutte contre les inégalités, il me semble que se battre pour faire en sorte que tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, et évidemment quand on en a moins, puisse accéder à une alimentation de qualité, de préférence locale et de saison, bien c'est quand même assez enthousiasmant comme combat. C'est pas du tout punitif, au contraire. Et ça me semble la moindre des choses que tout le monde puisse avoir accès à ce type de produit et que ce ne soit pas que une alimentation de qualité, des légumes frais de saison, des fruits frais de saison ne soit pas réservée qu'à ceux qui ont les moyens de se les payer. Et puis sur la notion de partage, d'échange, ce que Laurent disait tout à l'heure, en fait, quand on fait la cuisine chez soi, par exemple, quand on fait la cuisine pour ses proches, pour ses enfants, pour des amis, etc.,
c'est du temps de lien qu'on passe en fait. C'est du temps de lien avec ses proches, avec les enfants. C'est pas forcément maman qui fait la cuisine, ça peut être aussi papa. Et surtout, ça peut être maman et papa avec les Je pense enfants. qu'il y a une belle évolution là-dessus. Avec les enfants. Et c'est du temps, du lien partagé qui est 1000 fois plus précieux que du temps tout seul devant son écran, chacun devant son écran. Et ça, j'espère que certains et certaines s'en sont rappelés ou s'en sont rendus compte à la faveur de c'est sûr. On l'entend beaucoup. Moi, j'entends tous les jours, j'ai retrouvé mes enfants, j'avais jamais vécu ça. Vraiment, on l'a vraiment entendu. Ça a été très puissant, très, très fort. Donc, je pense réellement qu'il va y avoir un début d'une prise de conscience énorme. Je pense vraiment que ça va être salutaire, cette situation. Ça, c'est absolument. Alors, sur la ville, vous posiez la question, Pascal, sur les villes. Les villes, elles ont, et là, je ne fais pas de politique, hein, elles ont une responsabilité et un rôle qui est majeur. 85% de la population mondiale actuelle vit en ville ou en périphérie des villes, ou en tout cas vit dans un environnement urbain, pas toujours dans des grandes villes, mais en tout cas dans un environnement urbain. Les villes sont responsables de 75 à 80% des émissions de gaz à effet de serre. Elles sont consommatrices d'à peu près le même montant, enfin la même proportion, c'est-à-dire 75% de l'énergie qui est consommée sur Terre. Donc, évidemment qu'elles ont un rôle et une responsabilité très importante dans tous les processus et toutes les structures à mettre en place pour atténuer les effets du réchauffement climatique, pour limiter ce réchauffement climatique et pour préserver la biodiversité. Et l'alimentation, avec ce qu'elle entraîne, comme tout ce qu'il y a à mettre en place sur le plan agricole, comme échanges internationaux, etc., a un poids évidemment très important. Les villes s'organisent de plus en plus, et quand je dis que je ne fais pas de politique, c'est le cas de Paris, mais c'est le cas de beaucoup de villes comme Paris. Les villes s'organisent de plus en plus pour assurer une partie de leur autosuffisance alimentaire, parce que des crises comme celle qu'on a vécue, on sait qu'on va en vivre d'autres et qu'elles pourraient dérégler de façon très brutale les systèmes agricoles et les systèmes d'alimentation. Donc il faut que les villes soient en partie autosuffisantes. Il faut qu'elles rendent aussi, qu'elles restituent ce qu'elles prennent au territoire environnant. Et puis il faut que dans les villes, il y ait de plus en plus non seulement d'espaces partagés et d'espaces dédiés à la biodiversité, mais aussi de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, qui peut se faire sur une place de parking ou qui peut se faire, comme c'est le cas à Paris, sur la petite ceinture qui n'est plus utilisée aujourd'hui, mais qui est un grand espace qui permet d'envisager des choses, ou qui peut, comme le prévoit Paris, mais encore une fois, c'est le cas de plusieurs villes, je ne suis pas là pour vendre la politique parisienne, mettre en place des échanges avec l'ensemble du bassin, pour ce qui nous concerne, l'ensemble du bassin francilien, pour valoriser une agriculture francilienne de qualité, vertueuse, aider à l'assainissement des eaux utilisées par les agriculteurs, soutenir les initiatives les plus vertueuses des agriculteurs et leur offrir des débouchés, les aider à organiser les filières. Tout ça dans un objectif, ce n'est pas le seul, mais avec l'objectif d'assurer une alimentation saine, locale, de saison et de qualité au plus grand nombre. Merci. Alors, il reste 5-10 minutes. Alors, juste, parce que Sylviane fera un petit peu une synthèse après. Bernard va nous rejoindre, j'espère, pour 2-3 mots de conclusion. Mais juste peut-être un mot important, et je pense qu'il est important pour tous les deux. La question, on a parlé des jeunes, on a parlé des enfants, mais on pourrait peut-être parler un petit peu quand même de formation, d'inclusion, de diversité. Il y a eu beaucoup d'initiatives, le Forum Food Réfugiés, Meet My Mama. Moi, j'étais très content au Forum des femmes de voir à la fois des grands traiteurs habituels, mais aussi cette jeune femme d'origine algérienne qui a aujourd'hui une structure qui permet de faire cuisiner de toute la région parisienne des cultures très, très différentes. Donc, voilà, la question de la formation, je pense que ce n'est pas neutre pour vous, Audrey, y compris pour vous, Laurent. Et ce retour aux sources au lycée Diderot m'a beaucoup touché dans ce que j'en ai lu. Voilà, parlons des jeunes, de la formation. On peut peut-être parler un petit peu du genre aussi, parce que ce soit au collège culinaire ou partout ailleurs, la question des femmes n'est pas très, très représentée au plus haut niveau de ces instances. Là aussi, je pense qu'il y a des enjeux et des défis. Puis après, je demanderai à Sylviane de faire
une petite synthèse des éléments clés et on parlera peut-être un peu d'avenir. Voilà, juste tous les deux, si vous pouvez en 1 ou 2 minutes parler de formation de jeunes, d'inclusion, de diversité. Merci. Je vais commencer parce que je vais quand même être obligé d'y aller, moi. Oui. Là, si vous voulez bien. La formation, moi, ma génération, on l'a faite, on a toujours eu des apprentis, et notamment dans les établissements, beaucoup de stagiaires. Ça vient du Canada, ça vient du Brésil, ça vient du monde entier. On l'a toujours fait, mais on l'a fait un peu d'une manière empirique, quoi. On l'a fait pas réfléchi, pas structuré, simplement avec notre sensibilité, voilà, d'une manière très, très simple, empirique. Et je pense que c'est une des grosses lacunes de ma génération, quoi, des cliniers de ma génération. En tous les cas, on n'y a pas consacré assez de temps, déjà pour nous s'auto-former nous-mêmes, et puis pas assez d'échanges, tout simplement, avec nos jeunes, quoi. Parce que la spirale, parce que toujours plus, parce que la consommation, la surconsommation, et cette fuite en avant, quoi. Alors voilà, à la fin, je vous dis des gens du monde entier. Je suis allé faire aussi des choses un peu au Japon et tout ça. Mais quand je regarde en rétroviseur, globalement, ça a été pas bien fait et assez négligé, quoi. Et c'est fondamental. En fait, c'est fondamental de penser que aujourd'hui, nous, par exemple, restaurateurs, pour être très pragmatiques, on devrait consacrer, on devrait travailler 4 jours par semaine, 2 jours de repos et une journée par semaine à la formation. Alors, ce que j'entends par la formation, hein, c'est justement rencontrer ses producteurs, rencontrer son pêcheur, aller cueillir des champignons avec les cueilleurs. Enfin, il y a tout à faire, quoi. Donc, cet équilibre, il n'est pas bon aujourd'hui et il faudrait, à un moment donné, réussir à le concrétiser réellement qu'on puisse inclure dans notre semaine type un laps de temps assez important pour la formation. Et là, on va tous grandir. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Laurent. Ben, bon service. Hein. Ouais, oui. Je vous laisse. Hein. Merci à tous pour votre écoute. Je suis obligé d'y aller. Merci beaucoup. Je vais lui donner un petit mot d'encouragement pour cette période qui va redémarrer pour nous. Assez étrange. Le service va être quand même particulier. Avec des masques, c'est pas marrant du tout. Il faut savoir qu'en nous obligeant les masques, on nous prive de nos sens, on nous prive de notre sens essentiel. Hein. Voilà, imaginez ne pas pouvoir sentir les odeurs, ne pas pouvoir goûter facilement. Donc finalement, on nous prive de sens. Voilà, je ne suis pas tellement pour ces masques en cuisine. Mais okay, pour la distanciation physique. Comment ? C'est seulement pour un temps. C'est seulement pour un temps. Oui, j'espère que ça ne va pas durer. Ouais. On espère tous. Bon, bonne mise en bouche alors. À bientôt, merci à tous. Au revoir. Merci. On va continuer et finir donc avec Audrey Pulvar et puis Sylvia. Allez-y, Audrey. Très rapidement, oui, un peu dans le prolongement de ce que disait Laurent sur la formation. Alors, sur la formation, par exemple, à tout ce qui concerne l'agroécologie, l'agroforesterie, ça commence dans les écoles d'agronomie, etc. Mais je connais des agronomes, des ingénieurs, des docteurs de toutes ces matières-là qui me racontent que quand ils ont été formés, ils n'avaient jamais été formés sur les questions d'agriculture alternative. Aujourd'hui, ça commence dans les circuits. Bon, en 30 secondes, parce que vous m'avez demandé mon actualité tout à l'heure, je suis justement en train de lancer une formation qui s'appelle Green Management School qui s'adresse… Alors là, ce n'est pas du tout, comme j'ai pu le lire dans une certaine presse, une école de commerce qui fait du greenwashing. C'est une formation qui est vraiment uniquement dédiée aux questions de transition écologique et solidaire et qui s'adresse à des gens qui travaillent déjà, des cadres qui travaillent déjà, ou des étudiants qui sont sur le point de rentrer sur le marché du travail, c'est-à-dire qui sont déjà à un niveau licence-maîtrise, à des postes d'encadrement, parce que nous considérons que les questions liées à la lutte contre le réchauffement climatique ne peuvent pas être dévolues dans les entreprises à un directeur ou une directrice du développement durable ou un directeur ou une directrice de la RSE, et que ce sont tous les maillons de la chaîne de commandement des entreprises qui ont un rôle majeur à jouer dans la transformation, tous les maillons de la chaîne qui doivent être informés, instruits et prendre des décisions éclairées. Donc là, et c'était une demande très forte que j'ai entendue il y a quelques mois, des élèves de l'ENA qui avaient signé une tribune en ce sens. Je sais qu'à Sciences Po, il y a aussi une forte demande de formation sur ces sujets-là. L'idée pour nous, mais bon,
on n'est pas les seuls et on ne réinvente pas la roue, hein, mais l'idée pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que des gens qui demain seront en situation, ou qui aujourd'hui sont déjà en situation de décider, prennent des décisions les plus éclairées possibles en ayant un bagage, une instruction profonde sur les sujets scientifiques liés à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité pour que le cycle de vie de la décision soit entièrement écolo-compatible. Et ça fait partie de la formation. Il y a la formation dont Laurent parlait à l'instant pour les restaurateurs, il y a la formation pour des personnes qui sont spécialisées dans les métiers liés à l'agronomie, il y a la formation des scientifiques et nous on apporte cette formation pour celles et ceux qui, dans les entreprises, quelles qu'elles soient, doivent décider à un moment des achats, d'une supply chain, de développement, de ressources humaines, de communication, etc., pour qu'on n'ait plus d'incohérence entre ce que font les entreprises et ce qu'elles disent ou ce qu'elles voudraient faire. Merci Audrey, c'était très belle chute, si je puis dire, beau final, que de parler de formation et de montrer à quel point ce sujet-là est majeur pour tous et à tous les moments de la vie en fait. Peut-être donc en quelques mots, puisque je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, j'ai relevé quelques mots-clés qui m'ont paru formidables, qui ont été énoncés, et vous dire, parce qu'on est quand même là, les anciens Sciences Po, et vous dire ce que j'ai relevé peut-être comme quelques idées de politique publique qui pourraient être développées suite à ce qu'on vient de se dire. Alors, dans les mots-clés, moi, j'ai entendu, et ça a été tellement évoqué souvent, les hommes et les femmes, d'abord, avant toute chose, parce que les terroirs, les territoires, et ça, Laurent l'a dit, ce sont les territoires qui comptent, ce sont les hommes de ces territoires et la terre dans ces territoires. Donc ça, c'est tellement majeur. Il a parlé des racines aussi, ces racines qui nous fondent et qui probablement nous permettent d'avoir des ailes pour inventer et pour continuer à faire des choses magnifiques. Ouvrir les yeux vers aussi ces sujets nouveaux. Évidemment, parmi les mots-clés, réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité et inégalité. Ça, ce sont des mots-clés qui ont également été égrenés pendant toute notre discussion, parce qu'en réalité, ce sont les sujets de nos enjeux profonds, majeurs, et qui touchent tous ces hommes, ces territoires et ces terroirs dont on parlait. Et puis, il y a eu un mot sur lequel on a beaucoup insisté, Audrey, tu l'as explicité, c'est les circuits de proximité. Donc, je retiens le mot proximité. Ce mot proximité, on l'a évoqué à travers effectivement ces questions de distribution, ces questions de production, mais aussi ces questions de lien. Les questions du lien humain, les questions du lien dans la famille, par la gastronomie, par cette nouvelle façon d'envisager la cuisine, d'envisager la qualité de vie dans nos cuisines, eh bien, c'est le lien humain qui compte et qui a été beaucoup mis en avant parce qu'effectivement, c'est sans doute cela que le confinement nous a aidés à retrouver. Et ce lien, il est majeur à tous les niveaux. On l'a entendu, c'est le lien aussi qui va probablement nous aider les uns et les autres à faire ce que, Audrey, tu as beaucoup insisté dessus, cette remise en cause. Comment remettre en cause les modèles? Comment remettre en cause les habitudes? Comment remettre en cause aussi peut-être tout simplement les systèmes qui sont parfois ancrés, mais qui ne fonctionnent pas toujours et souvent mal. Et c'est le lien qui le permet, le lien entre les hommes et les femmes, le lien pour inventer autrement, autre chose, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de profondeur. Et puis, j'aimerais terminer par un mot tellement fort que tous vous avez évoqué, parce que finalement, quelque part, c'est ce qui nous rassemble autour de ces sujets de gastronomie et d'alimentation, c'est la gourmandise. Moi, j'adore qu'on termine par ce mot-là, parce que cette gourmandise, on est là d'abord pour aimer ce que l'on fait, on est là pour l'apprécier, on est là pour s'apprécier autour de ce sujet. Donc, la gourmandise, c'est tellement le plus joli mot peut-être que l'on a entendu ce soir, mais qu'il faut ne jamais oublier. Ce sont ces papilles qu'il faut réveiller. Voilà. Alors, peut-être maintenant, de façon, pour être dans notre lignée, nous, anciens Sciences Po, ici, avec cette logique de qu'est-ce qu'on fait du coup, du point de vue de l'action publique? Qu'est-ce qu'on a relevé comme idées qui peuvent inciter, pourquoi pas, à faire bouger de l'action publique? Moi, j'en ai relevé 3. Il y en a eu beaucoup, mais pardon si je n'ai pas tout noté, mais j'ai 3 idées fortes qui m'ont paru
tout simplement relever de la discussion. Une idée que Laurent nous a égrenée. Pourquoi ne pas faire en sorte de demander à tous les maires, aux maires dans nos villes, on est à la veille bientôt d'un deuxième tour des élections municipales, pourquoi ne pas faire en sorte qu'ils imposent un jardin, en effet, un jardin à tous les restaurateurs, un jardin à tous les promoteurs immobiliers, remettre la végétalisation au cœur de leur activité concrètement. Ça, c'est une idée très simple, mais tellement belle et tellement sympa. Laurent, président. Et voilà. Deuxième idée, pourquoi pas? Pourquoi pas faire en sorte qu'il y ait cette semaine des 4 jours pour les cuisiniers et que l'ensemble des chefs, l'ensemble des acteurs, les restaurateurs n'aient finalement qu'à travailler 4 jours et une journée consacrée à la formation de tout ce qu'ils font, la formation, pourquoi pas de leurs propres consommateurs, de leurs propres clients, pourquoi pas évidemment avec les jeunes. Et la troisième idée, c'est celle que tu évoquais, Audrey. Pourquoi pas faire en sorte qu'il y ait davantage de formation dans la vie permanente, dans la vie continue, au niveau des managers, au niveau des citoyens consommateurs, faire en sorte qu'il y ait une formation qui puisse être finalement élargie et que ces sujets du durable, ces sujets de la transformation de nos activités économiques, de nos activités culinaires, de nos activités gastronomiques, eh bien, il y ait par la formation une accélération. Voilà, je voulais vous dire qu'on est à la veille de la Journée mondiale de l'environnement. Nous sommes donc à la veille du 5 juin. Ce 5 juin, eh bien, le monde entier, peut-être, espérons-le, va penser tout particulièrement à agir sur nos sujets de l'environnement. Et peut-être aussi vous dire, et je fais un tout petit peu la pub de ce que, à titre personnel, je lance demain avec beaucoup de réseaux d'acteurs, beaucoup de ceux que vous connaissez sans doute les uns et les autres, tous ces acteurs des réseaux historiques du développement durable, tous ces acteurs des réseaux scientifiques qui travaillent sur ces questions d'enjeux de durabilité et de résilience, eh bien, que ce soit le comité 21, que ce soit Auré, que ce soit le réseau Entrepreneurs d'avenir, que ce soit des acteurs comme le C3D, que d'autres encore, bien d'autres, je ne les cite pas tous, ils sont très nombreux. Nous organisons une journée de webinaire pendant cette journée mondiale de l'environnement. Toute la journée, vous pouvez vous inscrire à des webinaires, en savoir plus, vous former, aller plus loin sur cette capacité à innover en essayant de reprendre des activités avec une relance verte et durable. Voilà, c'est demain 5 juin. Regardez le site web relanceverte.fr et vous pouvez vous inscrire. C'est ouvert et gratuit évidemment à tous ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup, Sylviane. Bon, Bernard Elgould, le délégué général, est dans un conseil d'administration, donc il ne pourra pas dire les mots de conclusion du coup que je vais faire très rapidement. D'abord pour remercier tout le monde, nos deux intervenants, Laurent qui réouvre ce soir, et c'est quand même une chance de l'avoir eu, et puis Audrey Pulvar qui est dans des activités ou des obligations aussi lourdes sur la ville de Paris. Juste, on parlait d'impact, effectivement, on est dans des symboles. Laurent rouvre son restaurant. Il y aurait dû avoir normalement hier, aujourd'hui et demain ce qu'on a appelé, ce qui avait été appelé par les autorités officielles du plus haut niveau, le Paris Food Forum, une sorte de Davos de la gastronomie qui a été effectivement reporté. Et c'était cette semaine-là que ça devait avoir lieu à Paris avec un certain nombre de gens concernés par l'alimentation durable. C'est vrai que quand on parle d'impact et d'influence, on est dans un contexte Sciences Po, c'est l'association des anciens Sciences Po, même s'il faut qu'on soit tous ouverts à d'autres parcours. Et c'est vrai que, comme l'a très bien dit Sylviane, on va essayer à travers le cercle, modestement, humblement, avec nos membres, de rayonner et de faire des choses en réseau. Une des initiatives qu'on avait décidé de mettre dans l'ADN du cercle, c'est d'organiser, pas seulement avec notre nouveau cercle, mais aussi il y a un groupe ESS, il y a un groupe Club Gourmet avec François qui est lumineux. Il y a aussi un autre groupe sur l'environnement, l'agro-industrie. Donc, à un moment donné, tous les ans, on essaiera d'être avec les autres, ceux qui pourront, dans le cadre d'une journée de dialogue, à travers les anciens Sciences Po, de réfléchir sur ces sujets de façon très, très, très transversale. Ça, c'est un point clé. Bon, le ministre Lecornu, on devait effectivement faire une réunion de lancement au printemps. On va essayer de l'imaginer des visus à l'automne, dans l'amphi Chapzal ou ailleurs. Et c'est vrai que tu parlais de gourmandise, c'est le mot-clé. Il y a un mot qui est bonheur. D'abord, je suis très content d'avoir toutes ces équipes avec nous, et notamment nos 4 jeunes, que je recite, Antoine Sip, Théo Breton, Stécie Algrin et Lou Garcia, qui sont des jeunes diplômés. Et puis toi, Sylviane, parce qu'effectivement, avec ce duo et nos perspectives et nos valeurs partagées avec tout le monde, j'espère qu'on fait des choses utiles et pertinentes. En tout cas, merci à tous, merci à toutes. Merci Audrey
Pulvar. Merci Laurent aux cuisines et certainement à très bientôt pour d'autres webinaires en attendant de se retrouver des visus. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bye Au bye. revoir. Merci. Bonne Au soirée. revoir.